Nous sommes à la 4e journée et l'OL est bon dernier du classement. Pas dire que c'était vraiment attendu, mais on savait que le début de saison serait compliqué. Laurent Blanc demandait déjà à partir à demi-mot après la préparation, donc ça augurait rien de bon. Et voilà, c'est fait. Il a eu son chèque et Laurent Blanc n'est plus donc l'entraîneur de l'OL. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va pour le mieux, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va en profiter pour parler de manière assez globale de l'OL, car cela fait longtemps qu'on n'en a pas parlé sur la chaîne. Et on va en profiter pour parler de l'effectif, du nouveau président John Textor et également du nouvel entraîneur qui vient de signer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si jamais la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, ça apporte énormément pour le référencement. Merci pour la dernière vidéo qui a vraiment très bien marché, ça fait plaisir, donc merci beaucoup. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, si jamais vous cherchez des flocages de maillots, je vous conseille le site Footpress. Des flocages officiels et authentiques, hein, c'est rare d'avoir des sites de flocage où vraiment ils sont tous officiels. Et vous trouverez également des patchs pour customiser au mieux votre maillot. Si par exemple, vu qu'on parle de l'OL, vous avez un maillot de l'OL à faire floquer, et ben il y a pas mal de choix, notamment de l'année dernière. Bon, il y a du Toko Ekambi aussi, mais pas sûr que ça intéresse, mais je pense que vous pouvez trouver votre bonheur parce qu'il y a vraiment une large gamme de choix. Et vous avez moins 15% jusqu'à samedi 23h59 avec le code FLOCO15, donc n'hésitez pas. Et on va donc désormais rentrer dans le vif du sujet. À l'OL, ça fait plusieurs années que ça va pas, hein. On s'en rend compte pour certains que maintenant, mais il y a un déclassement sportif qui s'est intensifié année après année, mais ça fait quand même pas mal de temps que ça va pas. Je pense qu'on peut déjà remonter sous Hubert Fournier, où malgré une deuxième place, alors pour certains le déclassement remonte vraiment avant du moment de Puel. Moi, je vais m'arrêter Hubert Fournier, même si je peux comprendre totalement que ça remonte depuis Puel. Voilà, c'était compliqué sur Hubert Fournier. Malgré une deuxième place, ce fut très compliqué après. Genesio arrive et sur Genesio, on avait vraiment une très belle équipe. Franchement, on avait des super joueurs, mais on a perdu des points vraiment trop bêtement qui nous ont empêché de gagner un titre. Et pour moi, et c'est ce qu'on reproche un peu à Genesio, parce que je sais qu'on a tendance à dire que les Lyonnais sont un peu durs avec Genesio, mais avec l'équipe qu'on avait, ne serait-ce ne pas avoir gagné une seule coupe nationale, franchement, c'est assez abusé. Ou avoir été vraiment loin en Europa League, même si on était quand même en demi-finale, mais bon, franchement, il y avait moyen de faire mieux. Je fais pas partie des mecs qui blâment le plus Genesio, mais franchement, il y avait vraiment beaucoup trop de points perdus. Un peu ce que Rennes a vécu là contre le Havre, de faire un match nul alors qu'ils étaient à 10. À Lyon, on l'a vécu répétitivement, et c'était assez chiant. À mon sens aussi, je trouve qu'on a eu un complexe d'infériorité dans la com par rapport au PSG, où ils ont, oui, certes des moyens illimités, mais on pouvait tout de même essayer de faire quelque chose sportivement, alors qu'on peut toujours espérer gagner. On l'a vu en 2017 avec Monaco, on l'a vu en 2021 avec le LOSC. Voilà, le PSG est quand même battable, même l'année dernière. Pour moi, le fait que le PSG soit champion en jouant aussi mal, bah franchement, c'était presque une anomalie. Au final, Lens ça finit qu'à un point de retard avec la super deuxième partie de saison qu'ils ont fait. L'OL a trop eu un complexe de supériorité en se disant ouais, ils sont hors course, on peut pas lutter contre eux. Alors oui, ça aurait été très dur de lutter contre eux, mais quand on se lance dans un championnat et qu'on s'avance déjà perdu, et bah forcément, je trouve que dans les mentalités, c'est assez difficile de surpasser. Et pour moi, ça a été une erreur. Après, je pense que ça engage que moi, mais je pense que sur voilà, si Monaco et si le LOSC ont réussi à le faire, à gagner le titre, d'ailleurs en 2021, on n'était pas si loin au final de le faire, on aurait pu le faire. Donc après l'arrivée de Genesio, il y a eu Juninho qui est arrivé en directeur sportif, et lui, il a mis Silvino en arrivant. Malheureusement, ça a été un gros flop, et en fait, ça a clairement coupé les ailes de Juninho. Il pouvait absolument plus rien faire, on lui a pas pardonné cette erreur. Fallait après ensuite prendre un Français, donc il y avait soit Rudy Garcia, soit Laurent Blanc, soit Jocelyn Gourvenec. On prend Rudy Garcia, qui était clairement le plus apte à ce moment pour prendre l'équipe. Il fait un Final 8, on va en demi-finale de Final 8 avec lui. D'ailleurs, on a cru que tout allait bien à l'OL grâce à ce résultat, alors qu'au final, non, il y avait plein de choses qui allaient pas. Et en plus, Juninho a recruté Guimarães qui a apporté énormément dans ce Final 8. Le milieu Awar Kakri Guimarães, franchement, c'était vraiment très fort. On a eu un bon élan d'espoir et on a eu le droit à un peu de bonheur, ça faisait du bien. Et ensuite, en 2020-2021, avec l'arrivée de Paqueta, on a une vraie belle équipe, on joue le titre jusque la fin, mais malheureusement, on perd contre le LOSC, là on gagne 2-0, on se fait rattraper 3-2. Assez dommage. Et ça a clairement marqué un tournant. Rudy Garcia, après, a été viré. Le jeu proposé par Rudy Garcia, c'était pas forcément le plus flamboyant, mais au moins on savait ce qu'il voulait faire. On avait une idée claire de ce qu'il voulait faire. Et même si Rudy Garcia a clairement une mauvaise com et a clairement mis la pagaille, on va dire, et a fait une vraie cassure entre Juninho et entre Olas Ponceau et Bruno Chéroux, ça reste que les résultats étaient quand même corrects, mais ça a un peu vraiment cassé le club de l'intérieur. On a ensuite eu l'arrivée de Peter Bosz, qui d'ailleurs n'est pas le premier choix à la base, ça devait être Christophe Galtier, mais il a rejoint Nice. Et les 6 premiers mois sous Peter Bosz sont bons dans le jeu, les résultats un peu moins, et les départs de Guimarães en hiver va faire énormément de mal pour la stabilité de l'équipe.
Paqueta va être également beaucoup moins bien avec le départ de Bruno Guimaraes. Et heureusement, en deuxième partie de saison, que Moussa Dembélé marque beaucoup de buts en fin de saison. Parce qu'au final, on finit hors Europe encore à nouveau. Et on a une élimination contre West Ham en quart d'Europa où franchement on joue vraiment pas bien. La prestation qu'on a fait face aux Hammers, c'était vraiment scandaleux. On n'a pas peur des mots. Et Boss, c'était pas forcément flamboyant. Moi j'en attendais beaucoup autour de Peter Boss. Ça a pas bien fonctionné. Pour moi, il a fait une grosse erreur déjà. C'est dans le choix du capitaine en prenant Léo Dubois, qui était déjà plus au niveau sportivement. Et en plus, avec la montée en puissance de Gusto, on l'a un peu freiné et on a mis beaucoup de temps à mettre Gusto titulaire. Il y a également eu des problèmes, que ce soit Marcello avec le fameux prout dans le vestiaire, Boateng qui arrive mais au final il a un procès au cul. Enfin bref, vraiment rien ne va au club, difficile de briller, donc saison vraiment très très compliquée avec Boss. Et la saison dernière, franchement le début de saison était catastrophique. Moi j'étais pour qu'on le garde à la fin de saison, pour être tout à fait transparent et être honnête, il faut se reconnaître quand on se trompe. Et là pour le coup je me suis trompé parce que oui, il aurait fallu le virer, et avec l'arrivée de Lacazette et de Tolisso, qui pour moi était plus un véritable coup de com' qu'une idée sportive, en vendant un peu l'ADN lyonnais, alors que c'était clairement pas le moment de le faire, je pense, à mon sens. On sait très bien que le vestiaire lyonnais est un vestiaire qui est très très compliqué à gérer, et rajouter les Lyonnais dans un endroit où déjà il y a des clans de Lyonnais, des clans de Brésiliens et des clans après du reste, je pense pas que c'était idéal pour briller. Bon, après, Lacazette a montré que sportivement, il avait énormément apporté et que heureusement qu'il était l'année dernière. Mais Tolisso, pour le coup, c'était plus que risqué, et avec les blessures, notamment du côté du Bayern. Et l'avenir, finalement, nous donnera raison. Boss part. Nomination de Laurent Blanc, qui n'a plus entraîné au haut niveau depuis 6 ans. Et première conférence, il dit « Ah bah, ça court beaucoup en Ligue 1. » Ah ouais, bah ok, très bien. Bienvenue en 2023, Laurent. Donc on finit, voilà, les résultats sont pas trop mauvais. On finit 3ème de la phase retour, mais ça, c'est une véritable Zumba, j'ai pas peur de le dire. Parce que le LOSC a perdu énormément de points bêtement, l'OM a fini son année en nœud de boudin, Rennes a eu des semaines vraiment très difficiles après l'élimination contre le Shakhtar, Monaco, ils font une fin de saison tout simplement catastrophique, n'ayons pas peur des mots. Donc ouais, 3ème au retour, pourquoi pas, mais c'est surtout les autres qui n'ont pas été bons. Et niveau résultat, surtout, il y a pas mal de moments où on aurait pu passer devant des Rennes, devant des Monaco, et on l'a pas fait parce qu'on a loupé le coche plus d'une fois. Franchement, ça arrivait vraiment pas mal de fois. Et au final, on finit 7ème de Ligue 1, donc voilà, et heureusement en plus, parce que dans le jeu, c'était vraiment pas ça. Heureusement qu'on a eu un duo Lacazette-Barcola, qui a été vraiment flamboyant, et si Barcola joue, faut rappeler quand même que c'est parce que Toko Ekambi, il pète un câble qui frappe dans une poubelle dans le stade. Parce que sans ça, il se fait pas prêter, et Toko, serait resté titulaire, c'est une certitude. Dans l'esprit de Laurent Blanc, c'était le Toko le titulaire, donc ça se serait pas passé comme ça, parce que Toko, voilà, je vais pas faire un procès à Toko, mais dans le jeu, les derniers mois, c'était vraiment pas ça, il était plus heureux. Donc heureusement qu'il pète un câble et qu'il tape dans la poubelle, sinon on serait resté avec Toko, et je pense qu'avec Lacazette ça aurait pas marché. Et ça aurait été très compliqué. Donc on va pas enlever tout le mérite à Laurent Blanc, non plus, mais bon, on a trop vendu son expérience pour moi sur les médias français, c'est les copains comme on dit, on a vendu ça comme une réussite, alors que dans le jeu, franchement, ça se voyait que c'était pas une réussite et que ça tenait à des éclairs de génie. Juste de ça, pendant cette saison, Aulas a vendu le club à Textor. Aulas est censé être président 3 ans, mais franchement, moi j'ai absolument pas cru, et je pense que je suis pas le seul à pas y avoir cru. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était impossible que Aulas reste président pendant 3 ans avec un Textor qui décide des budgets et tout. Je voyais absolument pas comment ça pouvait être possible. Je comprends pas comment Aulas n'a pas pu le voir venir, et pour moi, il l'a vu venir. Alors ça n'engage que moi et c'est qu'un avis, mais pour moi, il a fait ça parce qu'il savait qu'il allait se faire virer, et au moins ça lui permettait d'avoir un véritable hommage au stade et de partir comme il le devait, parce que oui, Aulas, il a construit quelque chose, clairement, personne peut négliger, mais ça faisait plusieurs années quand même que c'était assez compliqué. Même lui, l'a dit qu'il y a des choses qu'il aurait pu mieux faire, donc bon voilà, pour que Aulas reconnaisse ses torts quand même, c'est qu'il a vraiment fait les choses pas bien. Et voilà, Aulas n'était plus vraiment en terre de sainteté du côté du groupe Ama, même si je trouve que le stade a été plutôt clément avec Jean-Michel Aulas. Mais voilà, moi il a eu l'hommage qu'il devait avoir, on va dire, et je pense que c'était la seule solution et que c'était bien voulu de la part de Las. Je pense qu'il savait que pendant 3 ans ça marcherait pas, enfin en tout cas c'est pas possible, ou alors il est très crédule. Mais pour moi, Olas est trop intelligent pour savoir que ça allait marcher pendant 3 ans. Donc bref, pour conclure un peu ce paragraphe, la gestion des dernières années était donc bien calamiteuse. On tente des joueurs, notamment en recrutement, comme des Fèvres par exemple, qui étaient une belle idée sur le papier. Moi j'étais le premier à être content. Thiago Mendes quelques années avant, Tino Kadewere, Jérôme Boateng, Zerdan Shaqiri. Sauf que plusieurs problèmes se posent à ça. On les prend en leur donnant un statut avec un gros salaire, mais par rapport à une grille de salaire beaucoup trop élevée à l'Olympique Lyonnais, car les joueurs de l'OL sont vraiment surpayés. On était deuxième masse salariale. Faut vérifier si l'OM nous a pas doublé récemment, parce qu'ils ont quand même pris pas mal de gros joueurs. À vérifier, mais en tout cas on fait partie du top 3, voire peut-être top 4 avec Monaco, mais je pense que Monaco est bien derrière nous. Donc voilà, on est top 3 des masses salariales, et du coup les joueurs, ils participent à l'Europe, ils savent que même sans jouer l'Europe, ils vont quand même être mieux payés que dans la plupart des clubs français, donc voilà, ils sont pas motivés, ils sont surpayés, ils sont un peu protégés, on va dire. Et on se retrouve avec un niveau d'exigence très bas et un niveau de compétitivité très bas. On n'avait pas forcément l'entraîneur qui faisait bien bosser les joueurs à l'entraînement, l'entraîneur avait plutôt toujours tendance à
à se la couler douce, hein, il y avait beaucoup de jours de repos. Alors que ce soit sous Laurent Blanc ou sous Boss, hein, où il y avait également pas mal de jours de repos. Et donc forcément, les joueurs étaient un peu dans leur confort. Et bah, ça donne ces résultats qui sont plus que mauvais pour quand on s'appelle Olympique Lyonnais. Et en plus, ce problème avec la grille salariale, ça va faire un contraste avec les jeunes, surtout parce que Gusto, Loukeba et Barcola sont beaucoup moins payés que les mecs qui arrivent, alors que dans un premier temps, on a mis beaucoup de temps à les lancer. On les lance quand vraiment sportivement on est au bord du gouffre. Et Loukeba il est lancé parce que bah problème avec Marcello, problème avec Denayer, parce que Denayer les derniers mois c'était plus que compliqué, à mon avis il était au Club Med. Barcola il joue car problème avec Toko Ekambi. Gusto, fallait vraiment beaucoup de mauvais mois de Léo Dubois pour se dire qu'on va lancer Malo Gusto. Et donc dès qu'ils peuvent, bah ils ont envie de voir ailleurs et ça arrange presque le club car chez les jeunes on y voit forcément des gros chèques et ça rattrape toutes les pertes financières coûtées par les non-qualifications en Europe et les mercatos ratés. Donc je suis pas en train de défendre les jeunes qui partent rapidement, surtout la manière dont ça ne veut pas assumer leur envie d'ailleurs. Je trouve que le storytelling est franchement dégueulasse. Barcola qui dit qu'il n'a pas envie de partir, mais bon, quand tu changes d'agent et que tu passes chez Mendes, clairement c'est pas pour prolonger, on va pas se mentir. Donc ce storytelling, moi je veux pas l'entendre, je préférais vraiment des joueurs qui assument. Qui disent ouais bah oui moi je veux partir, je trouve que le PSG c'est mieux. J'avais pas que ah non moi je voulais pas partir, c'est les agents qui m'ont mis la Zumba dans ma tête. Non non, et on arrête avec ça. Faut arrêter de prendre les supporters pour des cons. Donc pendant des années, le centre de formation nous a permis d'être compétitifs. Jordan Ferry, Corentin Tolisso, Nabil Fekir, Samuel Umtiti, Clément Grenier, Alexandre Lacazette. Il y en a bien d'autres, vous le savez très bien. Eux restaient, on les valorisait vite, les salaires étaient pas si hauts auparavant et l'OL était top 2, top 3 de France, donc forcément, bah les jeunes restaient et attendaient vraiment une belle porte de sortie pour partir, ou des fois pas du tout comme Clément Grenier malheureusement qui a eu des blessures, ou Fekir qui aurait pu être vendu à Liverpool, mais malheureusement il y a eu des soucis avec son agent. Mais maintenant voilà, c'est plus le cas, ils ont plus envie de rester au sein du club, et quand il y a une porte de sortie attrayante, même à Leipzig c'est plus attrayant qu'un Olympique Lyonnais, maintenant faut le prendre en ligne de compte. Et ouais, c'est compliqué à vivre ce déclassement, mais malheureusement c'est une vérité, c'est une réalité. Donc voilà, donc bref, Ola c'est parti, il fallait qu'il parte, c'était clairement indéniable. Voilà, il était complètement dépassé malheureusement par rapport au foot moderne. Encore une fois, il a fait de très belles choses auparavant. Faut rappeler ce qu'il a fait pour l'OL, mais dernièrement ça a été plus que compliqué. Olas, il a toujours fortement écouté ses conseillers, que ce soit Gérard Rouillet, que ce soit Bernard Lacombe. Ça donnait plus ou moins de réussite, sauf que dernièrement c'était Vincent Ponceau, et Vincent Ponceau c'est pas un mec qui connaît le foot. Il le dit presque même lui à demi-mot, et c'est pas lui manquer de respect de dire ça. Avoir comme conseiller sportif quelqu'un qui connaît rien de foot, bah, c'est assez compliqué. Donc beaucoup d'attentes autour de John Textor, sauf que depuis 4 mois, bah franchement c'est assez mitigé pour pas dire autre chose pour l'instant. J'avoue sans tirer la sonnette d'alarme et sans être non plus alarmiste, mais j'avoue être assez inquiété par rapport à Johnny Dugg. Déjà il a mis je ne sais pas combien de temps à acheter le club. Alors petit disclaimer, j'y connais absolument rien en économie, mais quand même toujours bancal de voir un achat se réaliser au bout de tant de temps. On a l'impression que le mec, il est en retard sur tous les paiements, en fait. C'est complètement fou. L'histoire avec Jean-Michel Aulas, où il gèle les comptes du club, c'est parce qu'il avait pas payé un dû à Aulas. Enfin bref, financièrement, déjà, il est assez bancal, et ça, clairement, ça fait peur. Je trouve qu'il a déjà fait pas mal d'erreurs, en fait, en 4 mois. La première, c'est de garder Blanc, car on savait pertinemment que ça marcherait pas, en fait. Il était choisi par l'ancienne direction, donc déjà, il partait avec un train de retard. Style de jeu qui était vraiment pas bon et qui correspond pas au code du foot moderne, même si les résultats en match retour sont certes bons, mais comme je vous l'ai dit, il faut prendre avec des pincettes. Mais on voyait très bien qu'il était dépassé en fait, et que si le club doit vivre un cycle nouveau et se moderniser, bah c'était pas avec Laurent Blanc. Et sans manquer de respect à sa carrière, son Bordeaux était très beau, son PSG était très beau, ce qu'il a fait en équipe de France était loin d'être mauvais. Si je l'ai mis moi dans ma vidéo prédiction sur la Ligue 1 et que j'avais dit que le premier entraîneur qui serait viré c'est Laurent Blanc, bah c'est parce que c'était attendu en fait tout simplement. C'était vraiment certain, mais bon voilà, ça a été fait au mi-septembre avec 4 matchs et puis du coup un seul point et on est bon dernier, donc on a perdu là du temps par rapport aux échéances. Blanc a été viré ainsi que son staff, donc ce qui est pour le coup une bonne chose, car un entraîneur qui arrive sans son staff, bah c'est pas forcément utile. À voir comment Fabio Grosso va arriver, s'il arrive à arriver avec plusieurs staffs ou pas. Là pour l'instant, au moment où je tourne, j'ai pas forcément l'information. Mais c'est une bonne chose en tout cas qu'il parte avec Passy et avec un autre, je sais plus le nom, excusez-moi, mais il est parti avec 2 personnes et je pense que ça c'est une très belle chose. La deuxième erreur pour moi, et c'est la plus grosse erreur de John Textor, c'est au niveau de la DNCG. On a eu un blocage de la masse salariale et on a eu une limite de dépenses pour les transferts qui était de 23 millions d'euros. Car il dit qu'en fait, tant pis s'il est bloqué, dans tous les cas, il vendra pas les jeunes pour rester compétitif et que il voulait garder les jeunes pour que sportivement, voilà, tout aille bien. C'était un super discours. Sauf que malheureusement, dans les faits, c'était pas du tout ça. Moi, quand il dit, ouais, on va pas forcément recruter, mais bon, c'est pas grave, on va garder Barcola et Loukeba pour pouvoir construire un peu l'avenir.
bah, sur le coup, je me dis, bah franchement, c'est bien. On voit pas forcément les jeunes comme voilà, comme des chèques en fait, tout simplement. On se dit que on va garder les joueurs pour être bons sportivement, sauf que bah dès mi-juillet, malheureusement, bah on garde pas Loukeba. On garde pas Loukeba et on garde pas Barcola avant la fin du mercato. Alors pour Barcola, on s'entend hein, très bien. Hein, le chèque prix, hein, on l'a très très bien vendu, hein, Barcola. Ça là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Mais le problème, c'est que tu pouvais le dire avant, en fait. Tu pouvais, je sais pas, essayer de parler avec eux. Surtout que t'apprends que Loukeba, il était prévu en fait dans les DNCG auparavant qu'il soit vendu. Donc fais pas le cow-boy devant la DNCG. Dis pas ouais non, bah c'est pas grave, tant pis, on va garder nos joueurs pour au final les vendre, et puis pour au final pas recruter ce que tu peux parce que malheureusement t'es bloqué. Donc ça c'était une très très grosse erreur. Et tu prends qui en plus pour pallier le départ d'un Loukeba par exemple? Eh ben, ou O'Brien et Keita Char, parce que bah malheureusement t'es bloqué par rapport à la DNCG. Donc O'Brien c'est clairement un mec de Eagle, hein, de Molenbeek, que je connais pas plus que ça, mais franchement bon, quand les échos que je peux avoir c'est quand même pas du gros niveau. Et Saleh Tachar, bah ça dépend du Saleh Tachar qu'on peut avoir, parce que il y a eu des moments à l'OM où il était vraiment pas mauvais. Mais la fin de parcours a été plus que compliquée. Donc moi j'ai pas grand chose contre lui de base, même si contre le PSG clairement il a mangé. Mais dans tous les cas, avoir une défense centrale titulaire Lovren, Kaitacha quand t'es l'Olympique Lyonnais, pour moi c'est pas suffisant. Et Diomandé en numéro 3, Diomandé, je suis désolé, mais pour moi il a pas le niveau. C'est assez compliqué, tu pars clairement avec un handicap sur la saison, il peut pouvoir être compétitif malheureusement dû à cette saison de DNCG qui a été pour moi clairement calamiteuse. Ensuite tu prends Akwaku comme numéro 6, alors qu'il jouait quasiment pas au Real Betis, tu mets 3 millions dessus. Ça se trouve il va me surprendre, ça se trouve il va me faire mentir, mais pour le coup le Real Betis c'est un des seuls clubs espagnols que je regarde vraiment beaucoup pour Fekir justement. Et bah en fait quand il joue c'est vraiment pas bon, hein. Peut-être qu'il va me faire mentir et peut-être que dans un contexte autre que le Betis ça va réussir, mais j'ai quand même beaucoup de mal à y croire. Et surtout tu le prends pour Laurent Blanc, sauf que Laurent Blanc tu le vires 10 jours après. Donc Akwaku ne va jamais jouer un match officiel sous Laurent Blanc. Donc c'est quand même fabuleux. Sachant qu'un numéro 6, pour le coup, Laurent Blanc, il le demande depuis janvier, et à juste titre. Même si on avait Thiago Mendes, mais bon, Thiago Mendes, malheureusement, il était pas au niveau. Mais lui, au moins, j'ai envie de dire, il mouillait le maillot. Surtout à la fin, ça n'a pas toujours été le cas, mais je trouve qu'à la fin, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Sportivement, oui, mais en tout cas, dans l'état d'esprit, pour moi, pas tant que ça. C'est un autre sujet. En fait, tu te dis, mais où est la planification sportive au Olympique Lyonnais? Où est le directeur sportif? Bah, en fait, c'est simple, il n'y en a pas. Donc c'est compliqué de pouvoir avancer. Et bah, John Textor ne prend pas de directeur sportif. Alors il écoute apparemment beaucoup Mathieu Louis-Jean et Ben Charrier, ce qui est une belle chose, hein, d'écouter sa cellule de recrutement, parce que pour le coup c'est ce qu'il lui a choisi. Et ça a des mecs quand même vachement qualitatifs et qui ont l'air vachement compétents. Notamment à l'Olympique de Marseille, on a eu plutôt des bons échos de leur part et on a vu par exemple avec Noama qui sont capables de faire de très belles choses. On n'a pas de directeur sportif et on a un président qui s'appelle Santiago Cucci. Pour l'instant, son seul fait d'armes, c'est je suis le sosie d'Arnaud Gidouin. Donc bon, c'est quand même assez compliqué. Et puis pour Noama, on a quand même dû faire un micmac quand même assez financièrement avec Molenbeek. Hein. Bon, c'est quand même pas fou. C'est pas les choses que j'ai envie d'entendre. À tout moment, Noama, il est racheté l'année prochaine par l'OL 23 millions et il a fait une saison de dingue et il y a, je sais pas, un West Ham qui claque 60 millions dessus et on le vend. Moi, je serais même pas étonné vu comment John Textor a l'air d'évoluer. Faut pas l'espérer, bien entendu. Faut espérer que Noama soit là sur le long terme, surtout que si Noama est venu, c'est parce qu'il a des rapports depuis plus d'un an avec Mathieu Louis-Jean. Mais bon, c'est comment ça marche dans le football. Hein. Bon, après, il y a quand même eu quelques joueurs intéressants qui sont arrivés. Hein. Je trouve que Mama Baldé, c'est vraiment une bonne pioche. Pour le coup, c'est une bonne doublure à la casette. Et il peut également jouer visiblement sur un côté de ce que j'ai pu voir. Donc c'est plutôt une bonne pioche ça. Skelly Alvero qui a montré des belles choses, hein. Voilà avec Sochaux et en général Sochaux ça sort quand même des joueurs plutôt performants de leur centre de formation. Et Clinton Mata qui a malheureusement déjà connu une blessure mais qui est pour l'instant une belle pioche. Et voilà et puis bon, on peut finir avec Maitland Niles mais pour l'instant c'est assez fantomatique et lui j'ai du mal à comprendre pourquoi on l'a pris. On verra comment ça se passe par la suite mais pour l'instant j'ai du mal à comprendre pourquoi on s'est positionné sur lui. Donc voilà, avec ce contexte, hein, avec voilà ce qu'a fait John Textor, avec le choix de garder Laurent Blanc, avec ce recrutement qui malheureusement a été bloqué par la DNCG, bah résultat on est dernier de Ligue 1 au bout de 4 journées. Et tout ce qui arrive malheureusement, bah c'est pas anodin, hein, pour citer l'autre. L'avenir de l'OL va donc passer par le changement de coach et c'est donc Fabio Grosso qui arrive. Et honnêtement, je trouve l'idée sympa. Au moins, on a une curiosité, quoi. Je trouve que c'est pas un nom, je sais pas, issu de l'Unicatef ou je ne sais pas où, qui arrive et qui a pas forcément montré de grandes choses. Au moins, voilà, il y a quelque chose. On peut pas forcément juger, se dire que c'est vraiment une très bonne idée ou pas. Moi, j'ai pas forcément suivi la série B, hein, donc on va pas se mentir. Donc, ce que je vais vous dire, c'est vraiment effectué par rapport à des recherches. Hein. J'ai fait quand même pas mal de taf pour essayer d'avoir
une analyse un peu approfondie, mais bon, j'ai pas regardé les matchs entiers de Frosinone, hein, je préfère vous le dire que vous dire, j'ai regardé 15 clips. Donc Fabio Grosso, c'est un ancien du club, hein, même si je suis pas forcément pour qu'on recrute que des anciens du club, mais je trouve que c'est quand même un vrai plus dans ce contexte actuel, surtout il sait parler quand même plus ou moins français, et je pense qu'actuellement, c'est une belle chose. Par rapport au contexte. Donc c'est un entraîneur qui est jeune mais qui a déjà pas mal d'expérience, hein, certaines ratées, on va pas se mentir, mais avec une dernière expérience plutôt réussie du côté de Frosinone où il est resté 2 ans, et il a fini champion de Série B. Il a décidé de partir de Frosinone avec le titre de champion de Série B parce qu'il s'attendait justement à ce que les portes s'ouvrent. D'ailleurs l'OM était dessus hein, cet été, donc si l'OM est dessus, je pense que l'OM a prouvé quand même que il bossait plutôt bien les dernières années, donc c'est qu'il est clairement pas manchot. Moi ce qui me plaît dans le choix Grosso, c'est que c'est un choix qui est collégial, c'est que c'est une réflexion qui est faite entre John Textor, Mathieu Louis-Jean, Ben Charrier, ça a été un peu validé par tout le monde. Et ça, c'est une très belle chose. Pas un choix d'agent comme on pouvait l'entendre avec Gattuso, qui était une idée de Jorge Mendes. Et si on avait fait vraiment rentrer Jorge Mendes au sein du club, ça aurait pu être très compliqué pour l'OL. C'est pas contre Gattuso hein, pour le coup. Il aurait pu réussir à Lyon et faut voir ce qu'il a réussi à faire dans un Napoli qui est en énorme difficulté, notamment après Ancelotti. Mais le fait que tout le monde soit en phase avec le choix Grosso, pour moi, c'est une très très belle idée. Après, il faut voir avec qui il vient, quel est le staff avec qui il vient. Ça, pour l'instant, le rouge tourne, j'ai pas forcément l'information, mais clairement, c'est un vrai plus. Un Grosso ne doit pas venir tout seul. Il doit venir vraiment avec beaucoup de monde pour vraiment pouvoir tout moderniser et redémarrer de zéro. Je pense que ça me semble inévitable et inéluctable. Pour revenir sur son CV, à Fabio Grosso, il commence avec les jeunes de la Juve à sa première expérience. Et sa première expérience dans le monde pro, elle est à Bari. Il finit 7ème de Série B, donc il joue les barrages d'accession. Le club ne va pas monter, il va même descendre en Série D à cause de problèmes économiques, il renonce à son statut pro. Donc forcément Grosso va partir. Il fait la saison suivante à l'Hellas Vérone. Au début ça se passe plutôt bien, mais en avril il y a une série de 6 matchs sans victoire et Grosso est donc écarté. Mais le club va quand même monter par la suite en Série A, en passant par les playoffs. Donc ça montre quand même que Grosso c'était pas si calamiteux du côté de l'AS Vérone, mais l'enchaînement de mauvais résultats ça l'a fait malheureusement se faire écarter. Il retrouve un club 6 mois après en Serie A à Brescia, là où c'est très compliqué pour le coup parce que 3 matchs, 3 défaites, 0 but mis, 10 buts encaissés. Donc voilà, même si Brescia à cette époque c'était vraiment très très folklorique hein, et pour bosser c'était pas idéal. Il y avait des transferts un peu bizarres notamment avec l'arrivée de Balotelli. D'ailleurs, Fabio Grosso, lors de son tout petit passage à Brescia, il a quand même réussi à faire écarter Balotelli du groupe et le faire quitter l'entraînement parce que il bossait pas assez. Donc ça montre quand même un peu le caractère de Fabio Grosso et je pense que c'est une bonne chose. Il osera écarter les joueurs s'il bosse pas assez. Bon là en ce moment à l'OL je pense qu'il peut en écarter pas mal. Mais en tout cas il a pas peur, il a du caractère et ça c'est plutôt une bonne chose. Ensuite expérience en Suisse assez catastrophique à Sion. Mais pareil contexte vraiment horrible, personne n'a réussi là-bas. On l'avait avec Gattuso notamment, on l'avait avec Bettoni. À Sion c'est très très compliqué. Et ces 2 ans à Frosinone où ça se passe vraiment bien, où il arrive enfin à montrer un peu son style de jeu. Il finit champion de Série B, donc comme je l'ai dit, meilleure attaque et meilleure défense, donc vraiment grosse performance de la part de Grosso du côté de Frosinone. Et si on ne doit pas être tactiquement, en fait, on est sur un 4-3-3, plus ou moins une sentinelle, plus ou moins un milieu qui a plutôt tendance à être un peu plus offensif, même si c'est pas forcément très défini dans sa tactique, mais on a plutôt cette tendance quand même à avoir un 6 qui est quand même un peu plus bas et un des 3 milieux qui est quand même un peu plus offensif. Donc on est sur un 4-3 qui est en phase de construction, se mute plutôt en 2-3-2, donc c'est pour ça que je vous parle un peu de sentinelle. Les latéraux ont vraiment une importance majeure dans la construction ainsi que les ailiers. Fabio Grosso a l'air de vouloir avoir le ballon en essayant de jouer sur les côtés en formant des triangles pour les circuits de passe sur un côté. Et une fois que le bloc est attiré sur le côté où il y a le ballon, il essaie de renverser à nouveau le jeu, notamment avec le latéral qui essaie de monter. Car quand le ballon est sur un côté, l'ailier de l'autre côté a plutôt tendance à rentrer et se mettre dans l'intérieur du jeu. Donc je trouve ça intéressant d'ailleurs hein, au niveau des ailiers, car on s'entête souvent à se dire c'est soit des ailiers intérieurs, soit des ailiers qui longent la ligne. Là on a plutôt un mélange des deux, ça m'intéresse plutôt. Et autre chose en général, c'est qu'ils jouent avec des ailiers avec pied inversé, donc le mec à gauche est plutôt droitier et le mec à droite est plutôt gaucher. Par contre on n'est pas sur un cliché de l'ailier qui rentre toujours, un peu comme on voyait avec Toko Ekambi sous Boss où dès qu'il avait le ballon il devait rentrer à droite, il devait rentrer dans l'axe, c'est pas forcément le cas là. Par exemple un Roberto Insigne dans son Frosinone avait tendance quand même à pas mal centrer. Donc voilà, il y a plutôt une liberté concernant les ailiers et ce qu'ils ont à faire. Et les ailiers vraiment ont une importance majeure hein, du côté de la tactique de Fabio Grosso. L'année dernière, par exemple, le numéro 9, qui était Moula-Thierry, il avait marqué 12 buts et les 2 ailiers ont marqué 9 et 8 buts. Et on sait que Cherki et Noama sont capables de marquer tout comme Lacazette, donc c'est plutôt une bonne idée. Et on aura pas mal de cartouches offensives vu la tactique que veut mettre en place l'ami Fabio Grosso. Donc comme j'ai indiqué, on est plutôt sur des circuits de passe plutôt courtes,
avec une défense qui reste tout de même relativement basse, et surtout quand l'équipe n'a pas le ballon, Grosso veut véritablement les 4 juste devant la surface de réparation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire à l'OL. Pas le choix, surtout parce que les défenseurs sont tout de même vachement lents en défense centrale, et si on veut pas se faire prendre dans le dos, et ben on a un peu cette obligation de jouer avec une défense basse. Et donc ça, c'est dans les principes de Grosso, donc c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, ce Grosso, quand l'équipe perd le ballon, on est plutôt sur un 4-4-2 avec le buteur qui presse, avec un des ailiers en fonction de où est le ballon, et l'autre ailier redescend pour se mettre à côté de 3 milieux, et assez comblé d'un point de vue latéral. D'ailleurs, c'est là où j'ai un petit bémol, car il demande pas mal aux attaquants et au milieu de presser pour avoir le ballon, où il bouge beaucoup les côtés, mais ça laisse pas mal d'espace au milieu et au centre du terrain, et avec une ligne défensive qui est très basse, bah, j'ai un peu peur que l'attaque puisse un peu s'installer et qu'il y ait vraiment un trou entre la défense et le milieu. Donc à voir comment ça va se passer véritablement. Mais c'est le petit bémol que j'aurais concernant Fabio Grosso. Donc au final, on n'a rien de révolutionnaire tactiquement, on s'entend quand on en parle. On n'est pas sur un 2RB qui a vraiment sa propre empreinte, mais on est tout de même sur quelque chose qui s'apparente à la tactique moderne. Pendant, les gens vont devoir vraiment bien se réveiller, car l'OL est la dernière équipe en termes de kilomètres parcourus. Et la rigueur que demande Grosso va demander beaucoup plus de distance à couvrir. Donc va falloir vraiment s'améliorer là-dessus. Et défensivement, il a l'air très rigoureux de ce que j'ai pu lire, et ça c'est bien parce qu'il va falloir l'être vu notre défense qui est quand même clairement pas très bonne d'un point de vue qualitatif. Donc si on se base ce que j'ai pu lire sur la tactique, on aura donc forcément Lopez au but, Mata et Tagliafico sur les côtés, avec une défense centrale, Stade Tachar et Lovren. J'ai tendance à voir Akwaku ou Alvero en 6 pour être ce milieu qui est un peu plus bas par rapport aux deux autres. Cacré et Tolisso devant, et Noama, Cherki et Lacazette. Et honnêtement, moi, j'écarterais Tolisso. Pour moi, il fait plus rien, ses discours, ils sont vraiment fatalistes. Quand on l'entend dire, bah c'est pas Lyon d'il y a plusieurs années, on doit se contenter d'un match nul à Nice, non, c'est impossible d'entendre ça et de dire ça. Si vous avez joué au foot, même à un bas niveau ou à un haut niveau, vous avez déjà pensé qu'un match nul, c'était vraiment bien de faire ça? Enfin, franchement, même à Nice, hein, sans manquer de respect à Nice, qui commence à être plus avancé que nous sportivement, ouais, non, c'est pas possible d'entendre ça. Franchement, pour moi, c'est le gros problème de l'OL, c'est qu'il n'y a plus assez de leaders qui donnent envie, à part un Lovren, ou un Lopez également qui essaye d'insuffler quelque chose. Et Lacazette également, et les trois, c'est vrai qu'on les a pas beaucoup lors des derniers matchs. Lacazette, il avait pris un rouge, hein, parce qu'il avait pété un plomb contre Montpellier, et on peut presque le comprendre. Et Lovren, il est blessé, et c'est quelque chose qui pourrait se répéter, donc faut espérer que non. Et bon, il y a Lopez qui est revenu, et tant mieux pour le coup, parce que Rio, c'était vraiment calamiteux. Et les seuls qui se sont vraiment plaints, qui se sont révoltés, bah, c'est Cherki, lors du premier match après la défaite contre Strasbourg, où il a dit qu'il faut arrêter de se trouver des excuses, c'est pas la faute du staff, faut se bouger. Clinton Mata, après le match contre Paris, alors que le mec, il venait d'arriver, c'est le seul qui a essayé de secouer tout ça. Enfin bref, il faut vraiment secouer tout ça, et je pense que il va falloir faire un peu un ménage dans le vestiaire, et c'est surtout, il va falloir faire bloc derrière Grosso. Il va pas falloir donner de pouvoir dans le vestiaire, parce que le vestiaire lyonnais est vraiment très compliqué, je pense qu'il a beaucoup trop de pouvoir. Il va vraiment falloir faire bloc derrière Grosso, et que si quelqu'un va se plaindre à John Textor, va falloir un peu faire un peu ce qu'ils ont fait à l'OM. Je suis désolé, je fais des parallèles avec l'OM, mais au moins vous comprenez, je pense que c'est très criant. Quand Tudor il est chahuté avant que la saison commence, que les joueurs s'en peignent, et bah Longoria il a conforté Tudor, ils sont restés soudés derrière lui, et on a vu qu'au final ça a bien marché, que les leaders qui étaient pas contents, et ben ils étaient écartés. Donc voilà, pour conclure, c'est clair que le nouveau coach il va faire du bien, parce que Blanc, franchement, je pense que même mentalement il était à bout, hein, c'était assez compliqué, et puis il faut savoir que Textor, ça a l'air d'être quand même assez difficile de vivre avec lui. Je pense qu'on aura peut-être un effet psychologique au début, avec l'arrivée de Fabio Grosso, le fameux choc psychologique. Mais faut pas s'entendre non plus à un visage de l'équipe qui sera diamétralement changeant dans les premières semaines, premiers mois. Le club va mal depuis plusieurs années, et Olas l'a évoqué à demi-mot. J'aurais voulu que quelqu'un fasse mieux que moi et qui redresse le club, ce dont lui n'a pas été capable de faire. Là vraiment, va falloir pas attendre que l'OL joue le top 3, on va dire, d'ici très rapidement. Donc ouais, le club va faire du bien, mais va falloir vraiment changer toutes les mentalités des joueurs. Faut casser les statuts, et un peu ce qu'a fait le PSG, même si voilà, toute proportion gardée. Ce que là est en train de faire le PSG avec Luis Enrique, je pense que c'est une très belle chose d'avoir écarté un peu les joueurs qui posaient problème. Alors ça se trouve dans 6 mois, on dira que le PSG se fera éliminer par je ne sais pas quelle équipe en Ligue des Champions, on aura perdu je sais pas combien de matchs, on se dira bah fallait garder Neymar, fallait garder Messi, fallait garder Verratti ou ce genre de choses. Mais pour moi c'est un peu ce qu'a besoin l'OL en fait, c'est de reconstruire vraiment de zéro, de tout reconstruire. Donc ça passera par Grosso, ça passera pour moi avec un directeur sportif. Pour l'instant, Textor a pas l'air d'en vouloir, mais je pense que ça doit passer par là, on n'a pas le choix. Et bah ouais, faut pas attendre de miracle, très clairement. Mais il va falloir laisser du temps, il va falloir vraiment, pour moi, c'est la base de la base. C'est que tout le monde travaille main dans la main. C'est comme ça que l'OL pourra retrouver son lustre d'antan, et c'est comme ça que l'OL pourra redevenir compétitif, parce que si on va tous dans des directions opposées, si on laisse trop de place au vestiaire, et si on laisse trop de pouvoir au vestiaire surtout, bah malheureusement les résultats ne suivront pas.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, je pense qu'elle va être assez longue au final parce que je me rends compte en tournant. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Ça fait un an que j'ai pas parlé de LoL sur la chaîne et je pense que c'était important de remettre en place le contexte un peu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens d'extérieur qui comprennent pas ce qu'on avait, pourquoi on était aussi dur et pourquoi Laurent Blanc était aussi dur avec lui, notamment aussi avec Olas. Pas mal de gens comprenaient pas, donc je pense que c'est assez important d'essayer d'avoir une vision peut-être la plus juste. Même si ça reste un avis, donc forcément il y a la subjectivité. De toute façon, comme toutes les vidéos, hein, je prétends pas de tenir la vérité, je prétends pas avoir une objectivité pleine, hein. Ça reste un avis, surtout quand on parle d'un club de cœur, de mon club de cœur qui est l'OL. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve lundi, on va parler des prédictions de la Ligue des Champions. On va se faire, voilà, 20 petites prédictions que j'ai préparées, j'ai hâte de vous sortir ça. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et un bon week-end. Prenez soin de vous. Tchuss!